Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai un invité hors pair qui me fait l'honneur et l'amitié de venir au micro pour nous parler intelligence artificielle. Alors Mathieu Steiner, je suis un peu émue parce qu'on a travaillé ensemble. C'est mon premier invité intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va parler de comment l'intelligence artificielle pourrait être ton associé virtuel. Je sais que les mots sont forts, je sais il y a plein de gens qui vont se dire « Mais non, comment ça, un associé virtuel, qu'est-ce qu'il raconte ?» Et justement, c'est ce que tu vas nous expliquer, Mathieu. Et je te remercie encore une fois de venir à ce micro aujourd'hui. Bonjour Elodie, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, qui veut être mon associé virtuel, ça pourrait être un peu le slogan. Cette idée, elle est venue parce que j'ai eu plusieurs discussions au départ avec des prospects ou des futurs clients qui me disaient moi, je lance mon entreprise. Je suis en train de me lancer. Je suis assez tôt, c'est-à-dire que je commence à dessiner une offre. Je commence à connaître un petit peu ma cible. Et puis, j'ai plein de choses en tête. J'ai plein de choses à faire. Et j'aimerais savoir comment je peux déjà comprendre ce qu'il y a là-dedans, dans ces fameux termes d'IA, qu'elles soient génératives ou pas. Et puis, m'en servir, pas juste pour effectivement créer du contenu, des articles, mon site, etc., comme on entend quand même un peu facilement partout, mais comment je m'en sers en tant que fondateur, que j'ai pas encore, parce que j'ai toute une aventure qui m'attend avec des investisseurs, avec tout un tas d'offres à prévoir, tout un tas de réflexions, et je suis seul. Et comment en fait je peux bénéficier d'un espèce d'accompagnement, de miroir, de coaching parfois, mais surtout en fait de quelqu'un qui va m'aider dans le business et qui va me faire poser les bonnes questions. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, généralement, quand on se lance, on dit voilà, si tu veux aller lever des fonds, il faut que tu aies un associé. Si tu n'as pas d'associé, tu es foutu. Et c'est vrai qu'à 2 jus de cerveau, c'est quand même plus simple qu'à un seul jus de cerveau. Moi, tu le sais, je suis partisane de l'IA, j'adore ces outils et je l'utilise effectivement dans plein de domaines différents. Mais ce qui m'intéresse, c'est du coup, quelle est ton approche par rapport à cette problématique de j'ai besoin d'un associé virtuel ? Alors l'approche, ça va être au tout début, il y a comme une première phase qui est de comprendre quand même évidemment le business en question. Donc ça, il va falloir comprendre effectivement quels sont effectivement les produits ou le service. Bon, alors, en l'occurrence, c'était un produit qui était quand même assez précis, donc c'était déjà bien identifié au début. Et puis il y a un tas d'activités en fait qui sont déjà prévues. Donc il y avait effectivement une levée de fonds par exemple, donc il y avait un tas de documents à préparer, fallait effectivement remplir certains pas critères, mais aussi des documents un peu de vente, un petit peu persuasifs, etc. Ensuite, il y avait tout l'aspect, j'ai peut-être pas pensé à tout. Est-ce que j'ai assez segmenté, par exemple, mes offres? J'avais prévu de faire tel produit, mais en fait, j'en sais pas et j'ai pas vraiment de retour là-dessus. Donc, ensuite, on fait une liste de toutes les problématiques qui vont arriver. Et puis, on va commencer à regarder dans les outils comment formuler, comment lui parler, et puis on va commencer à regarder comment on va affiner un peu les réponses. Parce que le premier challenge qu'on a généralement, et je pense que tu le vois autant que moi dans tes conseils et tes formations, c'est que les gens à première vue, ils utilisent ces outils-là qui sont un petit peu à la mode, mais en fait ils utilisent en surface et généralement ils vont s'arrêter vite. Ils vont s'arrêter vite pas parce que la réponse les déçoit, mais parce qu'ils se disent en fait ça y est, je suis arrivé à la limite et du coup je passe à autre chose. Donc il y a un certain nombre il y a la patience et il y a surtout un peu la discipline de se dire il va falloir lui donner les bons éléments. Et quand on lance une entreprise, c'est d'autant plus vrai parce qu'il va falloir dès le début expliquer à la machine ce qu'on a en tête. Et c'est pour ça que c'est une super idée de le faire dès le début
et de se dire tout de suite très tôt, bah tiens, je vais avoir l'IA avec moi en tant que comme une personne, parce que bah comme on va lui raconter ce qu'on a depuis le tout début dans la tête, et bah il y a ce cheminement en fait qui va se faire et on aura évidemment des réponses de meilleure qualité. Super intéressant, merci. Et du coup, moi, c'est exactement comme ça. Alors moi, c'est pas mon associé, mais c'est plutôt mon assistant. Il s'appelle ChatGPT, je crois qu'il est un peu connu, mais je l'adore. J'ai fait mes petites GPTs, etc. Et ça m'amène une autre question. Est-ce que toi, tu as un outil que tu préconises plus qu'un autre dans ces cas-là? Est-ce que tu as un assistant que tu préfères, un ChatGPT plutôt qu'un Perplexity ou qu'un Miracle? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu as un outil préféré et est-ce que tu utilises à chaque fois les mêmes outils ou est-ce que tu changes d'outil en fonction de la problématique de tes clients? Alors, effectivement, ChatGPT, il est très bien en généraliste, c'est-à-dire qu'il sait faire beaucoup de choses. Il a une bonne moyenne partout, on va dire. Et puis là, tout un tas d'outils que tu connais mieux que moi, qui sont inclus pour les images, pour l'interprétation du code, etc. Donc du coup, on peut commencer là-dessus. Et puis effectivement, on a l'avantage des GPT parce que ça peut permettre de les spécialiser et de les partager après. Bon, en entreprise, c'est moins intéressant dans le cas comme ça des entrepreneurs qui se lancent. Mais il y a pour moi Anthropic Claude, qui est un peu le coup de cœur. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. En fait, c'est vraiment un niveau au-dessus dans, on va dire, la naturalité de ce qu'il comprend et de ce qu'il dit. Et ça a été d'ailleurs voilà, prouvé hein, dans des benchmarks. Il est vraiment, je pense, un niveau au-dessus parce que même en français, il est très fin dans ce qu'il recommande, dans ce qu'il comprend. Et ça, c'est clairement un niveau au-dessus des autres. Et ensuite, il va y avoir des outils un petit peu spécialisés. Il y a un caractère AI aussi qui marche bien. T'as parlé de Perplexity, ça va être utile pour tout ce qui va être la préparation des datas, une veille un petit peu structurée et gagner du temps plutôt dans tout ce qui est synthèse et puis vraiment voilà la veille et des recherches qui sont actuelles. Pour répondre à ta question, en fait, jongler avec ces outils, c'est souvent la meilleure chose à faire. Et pour ça, il y a d'ailleurs une plateforme que je peux recommander ceux qui sont intéressés. On connaît déjà, je pense, mais c'est Hugging Face qui marche très bien parce qu'on peut choisir tous les modèles et on peut choisir effectivement différents types. On peut tester, on peut jouer. Et puis il y a aussi Poe.com qui est pareil, même un peu plus puissant parce que on a tous ces modèles-là et donc avec une seule interface, on peut s'amuser à dire bah tiens là je vais écrire, là je vais réfléchir, là je vais le faire, là je vais me challenger, etc. Donc tout ça, voilà, on va utiliser ça généralement dans mes accompagnements. Ok, bah je prends des notes, tu vois, je connaissais pas Poway. Il me semblait qu'Anthropic n'était pas disponible en France. T'as une recette secrète pour accéder Effectivement, ouais, à... il faut mettre un VPN. Donc c'est un peu, il y a une petite, voilà, petite astuce. Effectivement, c'est quand même, ça vaut le coup parce que il y a d'autres avantages qu'on peut avoir avec ça. Et surtout, il faut vraiment le tester parce que il est capable, en plus de ça, de lire des documents avant ChatGPT. Il pouvait le faire. Et donc, il y a moins de limites et il y a moins de bugs également. Donc, on peut vraiment lui donner des documents en masse. Et puis, ça suffit déjà au début pour commencer en fait et pour avoir commencé à l'abreuver de notre vocabulaire, etc. Ok, super intéressant. Bah, je vais regarder parce que c'est vrai que le fait que ce soit pas disponible en France, de mettre un petit VPN, moi ça m'avait bloqué, mais c'est pas le premier, parce qu'hier j'étais sur un salon où ils arrêtaient pas de parler d'anthropique dans tous les sens, donc clairement je vais étudier la question, surtout s'il est meilleur que ChatGPT. J'adore caractère.ai, je sais jamais le dire, dont tu parlais, parce qu'en fait ça aide vraiment, c'est une conversation qu'on a avec un persona, c'est quelque chose que moi j'avais jamais vécu avant, et je trouve ça hyper canon de justement, quand tu te lances, de définir un persona avec cet outil et de pouvoir discuter avec lui ensuite. Moi je l'ai utilisé notamment pour créer un argumentaire de vente en lui posant les questions sur ses freins, ses motivations, enfin toutes les questions que tu poserais à un persona. Et vraiment, je le recommande cet outil parce qu'il est incroyable. Il est qu'en anglais, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai pas Ouais, réussi à le ouais, il me prendre en semble. Ouais. français. Et vraiment, il va booster en tout cas la connaissance et l'utilisation qu'on peut avoir d'un persona et comment on va répondre du coup à ces différentes questions. Je suis très contente que tu en parles. Je connais pas Hugging Face, j'en ai entendu parler, mais je t'avoue que je suis jamais allée dessus. Poway non plus. Tu peux nous dire 2 mots dessus, c'est quoi? En fait, c'est des plateformes qui permettent de, on va dire, étendre et développer ses propres modèles et également de se brancher en fait à des modèles existants. Donc, ils ont leur propre modèle de données. Ça marche. Mais par contre, l'avantage, c'est que ils peuvent utiliser en fait, c'est un petit peu des ports d'entrée et on choisit derrière quel langage on veut utiliser. Donc, on peut choisir, tiens, là, je vais utiliser GPT version 4 Turbo. Là, je vais utiliser, par exemple, Claude 2, 1, etc. Donc, on choisit en fait lequel on veut. On choisit le contexte, etc. Bon, c'est un peu technique, mais on a certains réglages à faire.
où on peut faire certains réglages. Et puis ensuite, on peut les tester. Et tout ça sans changer d'outil, sans avoir des comptes partout, sans devoir s'abonner partout. Donc il y a un abonnement qu'on peut prendre et qui donne, comme d'habitude, certaines limitations pour jouer avec. Et ensuite, donc ça c'est le cas, on va dire, un peu bac à sable. Et après, on a le cas expert, qui est surtout réservé, je pense, aux développeurs, aux data scientists, aux gens qui vont préparer les datas lorsqu'on veut commencer à indexer, etc. Donc, quand on veut commencer à spécifier un bot pour nous-mêmes, pour notre entreprise. Et là, ils fournissent en fait l'infrastructure, c'est-à-dire qu'ils vont donner des technos, des outils, des moulinettes pour récupérer les datas, pour les étendre, pour faire soi-même ses écrans, si on veut mettre des systèmes intermédiaires, des caches, etc. Donc, c'est vraiment ça en fait. C'est des extensions et des plateformes pour générer et pour tester des modèles. Ok, ouais, super intéressant. Du coup, je vais aller tester ça, voir si mon niveau de technicité est au poids ou pas. Mais c'est super intéressant quand tu veux tester effectivement 2 IA pour une finalité identique et de choisir, si j'ai bien compris, celle qui te convient le mieux après. Et alors, par rapport à tes accompagnements, donc tu construis, donc tu fais un audit du business de la personne, tu fais un audit des outils qui seraient les plus efficaces pour elle. Et dans le cas de l'associé, du coup, après, ça se passe comment? Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que effectivement, une fois qu'on a la connaissance du business, on va préparer déjà du contexte pour effectivement nourrir certaines, donner des éléments vraiment qui sont importants. Du type, c'est quoi, j'adresse quoi, je le fais comment, c'est quoi mes échanges, etc. Donc il s'agit soit de les donner de manière structurée dans les documents, soit de converser en fait assez fréquemment pour qu'il y ait une espèce de connaissances qui s'accumulent. Et après, et généralement, la personne va s'en servir lorsqu'elle a certaines choses à préparer, du type, je vais avoir une présentation à faire avec tel et tel, je sais pas, client, même investisseur, n'importe. Du coup, voilà ce que je pensais dire, et puis elle va l'utiliser en ce que j'appelle moi le mode me faire challenger ou le mode miroir, c'est-à-dire on va spécifier, on va demander à l'IA de nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça marche très bien. Et on va utiliser la récursivité, c'est-à-dire on va se servir des réponses qu'on reçoit comme entrant pour reposer des questions. Par exemple, là, moi j'ai pensé à ces 5 questions-là, voilà comment j'ai répondu. Est-ce qu'il y aurait d'autres réponses possibles? Est-ce que je peux avoir des axes d'analyse différentes ou des angles différents? Et puis une fois qu'on a la réponse, on utilise ça en entrée en disant voilà ce que j'aurais répondu. Comment j'aurais pu le demander mieux pour avoir encore des questions plus pertinentes? Et on peut creuser comme ça assez loin. Évidemment, il y a des techniques pour faire ça, des techniques de prompt, des techniques d'enchaînement, etc., qu'il faut un peu apprendre. Et ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'au début, il y a toujours cette fameuse demi-journée, peu importe qui c'est, de ce que j'appelle moi démystification. En fait, on revient sur ses bases, c'est-à-dire c'est comment on donne un contexte, comment on prompte, comment on chaîne, comment on donne quelques réglages si besoin, comment on s'assure de la qualité des réponses, de la longueur des réponses, comment on fait si on a des erreurs, comment on fait si on a des réponses fainéantes. Je pense que tu as entendu parler de cette histoire récemment, et tout ça. Et donc ça, c'est une première partie, mais ça, c'est commun à tout le monde en fait, entrepreneur ou pas. Et une fois qu'on a fait ça et que la personne s'approprie, ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire c'est bon, j'ai appris ça, et on verra dans un mois, lorsque j'aurai vraiment une réunion préparée, je le ferai. Ça marche pas comme ça. Il faut tout de suite pratiquer. Et ça, c'est moi ce que j'appelle le quart d'heure par jour. Et donc, du coup, en parlant comme ça, un quart d'heure minimum, on va avoir cette espèce de connaissance. Et puis, l'avantage en faisant ça, c'est qu'on va avoir carrément des propositions. C'est-à-dire, l'IA de l'autre côté va parfois carrément demander, sans qu'on lui dise, tiens, il y avait cette réunion, qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai répondu à ça. Ce serait peut-être bien aussi que tu prépares un document pour résumer ça, je peux te le faire. Voilà, donc ça va en fait très loin. Mais encore faut-il, premièrement, savoir s'en servir, toujours pareil. Et deuxièmement, l'utiliser fréquemment en fait. Alors du coup, une fois que toi, tu as paramétré tout ça avec Yaka, donc Yaka, l'entreprise que tu as créée pour développer tous ces assistants, compagnons, associés en intelligence artificielle, il y a plusieurs rendez-vous où on apprend au fur et à mesure à utiliser ces outils. On va dire qu'il y a 2 grandes formules. Il y a la formule structurée. Il y a des étapes donc, qui sont vraiment au début démystification. Ensuite, il va y avoir un prototypage rapide. C'est-à-dire là, on va se lancer sur un process avec des datas à nous. J'insiste là-dessus parce que j'ai souvent des gens qui me disent je sais pas du tout par quoi commencer. Est-ce qu'on peut faire un test comme ça avec des données entre guillemets stupides? Et je trouve ça, moi je suis contre ça. Donc je préfère vraiment qu'on prenne des datas et des problématiques, ou bien demander aux gens qui fassent un petit journal et qui disent chaque jour voilà les tâches qui étaient je sais pas, soit très longues, soit sur lesquelles je me prends la tête et du coup je pense que je peux le faire différemment, etc. Donc ça c'est la 2e étape. 3e étape, ça va être le déployer et le faire utiliser par des gens. Alors si un entrepreneur, ça va aller assez vite, mais de regarder la qualité et de faire un espèce de simili entraînement un peu rapide, c'est-à-dire de poser des questions, de corriger, etc. pour regarder ce que ça donne et puis de l'éprouver. Une fois que ça c'est fait, on se demande si on veut l'utiliser dans d'autres secteurs. Voilà. Et donc là, ça dépend évidemment du type de la personne. Pour un entrepreneur,
ça va être très différent. Ce sera plutôt de l'usage. Et là, il y a une formule plutôt un peu, on va dire, coaching, c'est-à-dire qu'on discutera régulièrement pour voir comment ça évolue et pour voir aussi au niveau des mises à jour ce qu'il faut changer. Mais pour les entreprises, là, c'est là où ça commence à être beaucoup plus gros parce que là, on va avoir toute la partie impact que ça sur l'organisation, comment on s'organise en interne pour que ce soit connu, comment on embauche les gens qui vont s'en occuper, comment on fait si on n'a personne qui s'en occupe, comment on fait si on veut embaucher quelqu'un, mais on ne sait pas par où commencer, et puis après, comment on fait pour mettre à l'échelle. Et là, c'est vraiment la réalisation plutôt de projets. Bon, là, c'est un projet en fait de mise en œuvre qui nécessite généralement plus de compétences, dans lequel il faut associer une petite équipe parce qu'il va falloir généralement développer, repérer tous les documents ou les ressources, interfacer, brancher avec des systèmes qui existent déjà. Les clients ont certainement déjà un système, je sais pas, de gestion client, de gestion des master data, de gestion, j'en sais rien, de candidats par exemple pour un cabinet de recrutement que j'ai eu il y a pas longtemps. Bah, c'est pareil, comment on va le brancher? Et puis, on arrive très vite dans des problématiques du type, bah, je dois aller plus loin, en fait, que juste l'utiliser comme ça avec le clavier. Mais je dois enrichir des systèmes que j'ai. Donc là, on arrive généralement dans ces discussions-là. Donc ça, c'est la formule structurée. Et après, il y a la formule plutôt libre, qui est, bah, les gens ont juste besoin, en fait, de quelqu'un qui leur apprend comment faire. Voilà. Ils ont joué avec, ils savent ils n'ont pas utilisé le plein potentiel. Et ils se disent, bah, j'ai juste besoin de quelqu'un en fait qui m'explique une fois par semaine comment on le fait. Voilà. Donc c'est moins structuré, c'est plus eux qui choisissent un peu le menu chaque semaine. Hyper intéressant. Du coup, tu as plutôt une offre assez dédiée entrepreneur indépendant qui a besoin d'évoluer, de monter en compétences. Et puis, tu as une offre plus B2B où là, tu vas t'adresser aux entreprises et monter tout le projet, parce que là, c'est carrément un projet, une équipe autour de l'IA. Et tu disais tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tu disais enfin, tu as dit plein de choses intéressantes, pardon, mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. Tu disais qu'il y a des gens qui testent et très vite, ils atteignent une limite et en fait, ils sont déçus. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner pour justement aller plus loin et pas se dire, parce qu'effectivement, si tu fais un prompt tout naze et que tu dis rédige-moi une newsletter, le résultat, il sera pas au rendez-vous. Alors qu'il y a une façon de prompter, il y a une façon d'échanger avec l'IA. Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus? Alors, le premier conseil, c'est de surtout pas s'arrêter en fait à la première réponse et de donner un maximum. Il faut toujours penser un peu à la devise que j'utilisais au début, qui est bah, la qualité que je rentre, c'est la qualité que je sors. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si je lui dis, comme tu disais, voilà, un prompt, écris-moi une newsletter, bon, il va par défaut, bon, on sait comment ça marche, hein, derrière, c'est des probabilités, etc. Donc, ça va certainement être très mauvais. Évidemment, on a donné une phrase. Donc, il va falloir au tout début, bah, en fait, un peu se confier. C'est ça, je pense que les gens ont du mal à faire. C'est-à-dire, il faut expliquer, bah, moi, voilà, je fais ça, je suis ça. Il y a plusieurs techniques pour le faire, hein, sans lui donner à chaque fois, sans lui donner une fois pour toutes. Mais peu importe, ou sinon c'est un petit document dans lequel on résume un peu le contexte et puis on lui donne à chaque fois. Et à la fin, bah, plus on va lui donner ce contexte-là, plus bah, on va avoir des réponses qui sont aux petits oignons. Et si jamais on est déçu, et bah, il faut soit régénérer, soit bah, il faut lui dire je suis déçu. Et moi, ce que je dis toujours, c'est si on sait pas comment faire, si on est à un moment donné bloqué, on se dit bon, je sais pas, qu'est-ce que je peux en faire de ce truc, et bah, il faut en fait lui demander qu'est-ce que je peux faire, comment tu peux m'aider. Et on l'oublie un peu souvent, mais c'est un peu tout ce que j'avais appris tout début, c'est toujours lui demander, lui dire en fait, lui dire ce qui va pas. Et généralement, on est surpris parce que on se rend compte qu'en fait, bah, il comprend et puis il peut nous débloquer et on avance. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Ne jamais s'arrêter tout de suite à la première impression. Laisser une chance parce qu'après c'est rentable. J'ai jamais dit je suis déçue à ChatGPT. Et du coup, bah, je vais tester parce que je suis très curieuse de voir sa réaction. Et tu fais bien de le préciser, c'est des outils qui apprennent au fur et à mesure et qui apprennent à nous connaître aussi. Donc c'est vrai que c'est pas évident de parler de toi, de son business. Après, il y a une possibilité aussi de lui dire, bah voilà, je monte un business de ça, pose-moi des questions. Et puis après, lui, il affine sa connaissance du business. De faire le petit document pour répéter à chaque fois, si on a envie, c'est une bonne idée aussi parce que déjà, ça permet de se poser et de se dire, bon, bah voilà, mon business, c'est quoi? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il va comprendre? Mais l'avantage de l'IA, à l'inverse d'un assistant, c'est qu'il a une compétence infinie. Il a juste pas de contexte. Et ce que tu disais, c'est super intéressant, c'est que donner un feedback à quelqu'un, c'est pas facile, mais donner un feedback à l'IA, c'est nécessaire pour qu'elle apprenne et qu'elle sache comment aller dans la bonne direction par rapport à ce qu'on veut faire avec elle. Et j'avais une dernière question pour toi, Mathieu. En vrai, j'en ai encore 150 000, mais je vais me limiter. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, si tu avais 1 ou 3 conseils, allez, à donner aux entrepreneurs qui se lancent et qui disent « Oh là là, l'IA, je sais pas, moi j'ai peur ». Premier conseil, c'est de s'en servir tout de suite avec des situations, des défis, des challenges qu'ils ont concrètement. C'est-à-dire de pas essayer de jouer avec en disant bah tiens, on va faire un test, crée-moi un article là-dessus. Voilà, c'est un peu, je le dis parce qu'on le voit trop souvent en ce moment sur les réseaux sociaux.
les 50 prompts du jour pour faire des blogs, je sais pas quoi, les 30 hacks de la semaine pour gagner 10 000 euros, je sais pas quel truc. Et en fait, ça, il faut vraiment arrêter. Parce que déjà, ça donne pas des bons résultats. Deuxièmement, on peut avoir des espèces parfois même de petits tentatives de fraude comme ça, parce que les gens peuvent mettre des instructions cachées dans ces trucs. Et en fait, ça n'apprend rien. C'est-à-dire que les gens, ils vont forcément avoir une mauvaise réponse et vont dire, ouais, de toute façon, j'étais sûr. En plus, j'étais sûr que ça marchait pas. Donc voilà. Deuxième conseil, on pense toujours que ça va aider, notamment sur les tâches qui sont chronophages, rébarbatives, répétitives. Mais en fait, on n'a pas besoin de ces nouvelles IA pour faire ça. On pouvait déjà le faire avant et c'est pas là où vraiment ça va être puissant. 80% des gains qu'on va avoir, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est sur les tâches qu'on pense à forte valeur et qu'on se dit, bon là-dessus, franchement, ça, c'est entre guillemets, c'est réservé pour moi, c'est là où il y a que moi qui sais le faire, etc. C'est ça justement, c'est qu'il faut un peu le challenger et creuser et broder, etc. autour avec certaines évidemment techniques, mais finalement c'est assez rapide, les techniques, il n'y en a pas beaucoup, qui permettent ensuite d'avoir toute cette valeur, et c'est bien pour ça que dans l'histoire de l'assistant virtuel ou du fondateur virtuel plutôt, c'est là qu'il va aider en fait, il va pas aider à faire des choses automatiques, à écrire des mails automatiquement, des genres de cas qui sont pas très intéressants et qu'on savait déjà faire avant, mais au contraire, ils sont là pour aller au fond des choses. Et ça arrive même que les gens soient un peu surpris de ça. Et la troisième chose, c'est que il faut pas sous-estimer l'aspect émotion, un peu empathie. C'est-à-dire que au tout début, les gens disaient toujours, de toute façon, ce genre de machine là, voilà, c'est très bien, mais voilà, ça marche que sur, c'est très froid et c'est très bon. Enfin, c'est des machines entraînées, donc ça va régurgiter ce que ça a appris. Mais par contre, sur l'aspect émotionnel, me comprendre, etc., c'est nul. En fait, il y a beaucoup de cas d'usage et tu trouveras ça facilement qui montrent qu'en fait, il y a une très forte dimension comme ça empathique. Et c'est soit l'entrepreneur qui est seul et qui se dit j'ai quelqu'un au moins avec qui je vais parler, qui peut me challenger, mais c'est également les médecins qui disent de plus en plus que c'est un avantage énorme que d'avoir ce genre d'assistant qui puisse écouter, expliquer, simplifier, vulgariser à des gens qui sont, je sais pas, dans un sale état et qui vont avoir des réponses en pleine nuit et que les gens en face seront jamais fatigués. Donc il y a cet aspect quand même je pense, on voit pas encore, mais il y a une certaine, en réalité, empathie, émotion, il y a un feu, comme disent, je crois, les Canadiens, derrière, et ça, c'est quelque chose, je pense aussi, qui se voit que qu'en pratique. Donc voilà, le seul conseil, c'est pratiquer de suite. Ok, super, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que tu dis, puisque j'ai effectivement, moi, un étudiant l'année dernière qui m'a dit, mais moi, ChatGPT, c'est mon ami. En fait, dès que je rentre chez moi, je lui parle et il me répond et il adorait dialoguer avec ChatGPT. Donc oui, il y a un aspect empathique de l'IA qui est assez déstabilisant parfois parce que je trouve que l'IA est vraiment trop mignonne. Donc c'est vrai que ça peut être aussi... Enfin, moi, c'est mon brainstormer quand c'est mon assistant, c'est que voilà, quand j'ai besoin de réfléchir, je le fais avec un outil d'IA et je vais aller 3 fois plus vite que si je le faisais toute seule. Voilà. Donc c'est vraiment un super outil. Et oui, pour la vulgarisation, c'est assez incroyable. Moi, je l'ai même challengé pour de l'ingénierie pédagogique dans des formations. Et là, j'ai réalisé que l'outil n'avait vraiment aucune limite. C'est assez incroyable, en fait. Et s'il y avait un message à faire passer à tous les entrepreneurs qui hésitent à se lancer avec l'IA, c'est faites-le. N'hésitez pas, parce que vous aurez pas forcément un train d'avance, mais au moins vous ne serez pas en retard. Ça vous dégagera du temps pour faire d'autres choses. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez en productivité. C'est d'ailleurs la promesse de Yaka, de se dégager du temps pour gagner en productivité et faire des choses qui ont plus de valeur. Mais c'est vrai, c'est pas un argument marketing pour le coup. Moi, je le vis tous les jours et je fais, je pense, 3 fois plus de choses grâce à l'IA que je ne pourrais pas faire si j'avais pas cet outil. Mathieu, si on veut te poser des questions, si on veut travailler avec toi pour installer son futur assistant, son futur associé virtuel, comment on te contacte ? Soit par LinkedIn, Mathieu Steiner, on mettra peut-être le nom dans la description. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à mathieu@iaka.com, donc c'est ia-ka.com, ou aller sur iaka.com tout simplement, il y a un formulaire. Super, merci beaucoup Mathieu, je te remercie pour tous tes conseils et ton temps, et je vous retrouve tous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.